Salut Alex. Ah, salut Bertrand. Un petit café? Ouais, un café vadrouille. Bah, c'est quoi un café vadrouille? C'est le nom de notre nouvelle émission. Le principe, il est simple. Bertrand, Alex, une caméra. Comme d'habitude, on commence avec un petit café et ensuite on vous emmène avec nous en vadrouille à travers la France. Et on part où aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence l'épisode au coin du feu, chez moi, en Dordogne. Et je vais t'amener visiter la ville de Sarlat, qui est un joyau médiéval. Trop bien. Alors le programme, c'est le suivant. On va aller rencontrer Romain, qui est un spécialiste de l'histoire de Sarlat. Ensuite, on va se balader ensemble dans les ruelles pour parler des figures emblématiques de la ville. Trop Et bien. on va terminer l'épisode avec la partie défi. Et ça, c'est pour ma pomme. Et oui, parce que c'est moi qui l'ai fait à l'épisode 1, donc cette fois, c'est ton tour. Tu fais un truc pas trop dur? Tu verras. Bon allez, un café. Et on part en vadrouille. Salut, nous c'est Berthe et Alex, deux guides à Paris qui ont décidé de changer de vie. Nous partons en vadrouille, caméra au point, explorer la France, raconter son histoire et vous rencontrer. Café vadrouille, c'est cette recette simple. Deux guides, une caméra et on se balade. À chaque épisode, on se retrouve autour d'un café avant de vous faire découvrir une nouvelle ville, ses habitants. On se marre ensemble et on apprend. Prêt à nous suivre? Alors c'est parti. Ça y est, on est arrivé à Sarlat, la plus belle ville du monde. La plus belle ville, tout simplement parce que c'est là que je suis né. Et donc, c'est la capitale du Périgord noir. Donc, avant toute chose, il faut savoir faire la différence entre Dordogne et Périgord. La Dordogne, c'est le nom administratif qui a été créé à la Révolution française, donc c'est relativement récent. Tandis que le Périgord, c'est le nom ancestral de la région et qui est beaucoup plus porteur des valeurs du coin, comme voilà, la gastronomie, la culture, les belles grottes, les beaux châteaux, les belles maisons. Et donc pour nous parler de tout ça, on va rencontrer Romain Bondonneau, qui est l'expert de la région et qui va tout nous dire sur l'histoire de Sarlat au Moyen-Âge. Et c'est par là, c'est parti, on y va. Bonjour Romain, Bonjour. comment ça va? Ouais. Check de coude. Donc Romain, tu es passionné d'histoire, passionné de Sarlat, amoureux des vieilles pierres, également professeur d'histoire au lycée de Sarlat et éditeur je crois. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment la ville a été fondée? Je crois que ça se passe au Moyen-Âge, aux alentours du 9e siècle. On dit que des moines auraient quitté les rives de la Dordogne parce que les Vikings remontaient. D'accord, les Vikings sont venus jusqu'ici. Voilà, ils sont venus, ils remontaient les rivières, ils n'étaient pas encore christianisés, donc ils s'attaquaient en particulier aux biens d'église. Donc l'idée c'était de fuir les envahisseurs qui arrivaient par la rivière et venir se protéger dans l'arrière-pays, entouré par ces collines qui étaient une sorte de fortification Ouais, où naturelle. c'était un espace sauvage, assez isolé de toute façon. Qu'est-ce qui nous reste de l'époque où Sarlat était un grand monastère? En fait, il nous reste essentiellement 2 bâtiments, presque 3, et le plus célèbre, c'est la Lanterne des Morts, qui est un monument tout à fait particulier, qui aurait été construit vers la fin du XIIe siècle. Ce bâtiment assez emblématique de Sarlat et qui est en réalité assez mystérieux. Alors pourquoi il est mystérieux? Alors mystérieux d'abord parce qu'il a une forme absolument inattendue. On ne trouve pas tellement d'exemples comparables en Occident, c'est-à-dire un endroit, puisque ici c'était le cimetière des moines, puis le premier cimetière de Sarlat autour de nous. En fait, on a retrouvé plein de corps ici et plein de tombes, dont certaines d'ailleurs avaient le visage tourné vers la terre et pas vers le ciel, ce qui était un usage qui était répandu pour les Templiers. Ce qui fait qu'il y a plein de férus d'ésotérisme qui sont tout à fait excités par ce bâtiment dans lequel on trouve des choses, paraît-il, absolument extraordinaires et des forces telluriques incroyables, dit-on. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment probablement le monument le plus emblématique et le plus mystérieux de Sarlat. Ok, très bien. Voilà. Et donc nous voilà en train d'arriver devant la cathédrale de Sarlat qui s'appelle Saint-Sacerdos. C'est un nom quand même un peu accouché dehors, Saint-Sacerdos. Ouais, c'est un nom un peu particulier. C'est qui ce personnage? En réalité, c'était le premier évêque de Limoges. D'accord. Ville qui avait été christianisée de manière assez précoce. Et il se trouve qu'au milieu du Moyen-Âge, c'est-à-dire peut-être 12e siècle, 13e siècle, à l'époque où Sarlat, il n'y avait pas encore de cathédrale, mais simplement une église, eh bien, Sarlat a récupéré les reliques de Saint-Sacerdos. Et les reliques, c'est-à-dire les restes de saints, les ossements, etc., qui sont censés avoir un pouvoir miraculeux. Et on pense d'ailleurs que c'est ce qui va faire une partie du succès du monastère. D'accord. C'est que Sarlat a des bonnes reliques,
Alors je dis pas que les gens viennent de très loin pour aller prier auprès des reliques de Saint Sacerdos, mais en tous les cas, on peut penser que les gens dans l'environnement, voilà, à certains moments, aient eu envie de prier parce que Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Jérusalem, c'est un peu loin. D'accord. Et donc c'est comme ça que la ville de Sarlat se développe au Moyen-Âge Voilà. et qu'on passe d'un monastère un petit peu esselé au milieu des collines à une cité médiévale florissante. Oui, alors effectivement, on pense même qu'au XIVe siècle, il y avait peut-être 5-6 000 habitants à Sarlat, D'accord. c'est-à-dire la moitié d'aujourd'hui. C'est quand même dingue. Ouais, c'est assez incroyable. D'accord. Hein, c'est une période en fait de développement économique, aussi bien de développement de la production agricole, du commerce. Et pour faire un petit bond dans le temps et revenir aujourd'hui en 2020, comment est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer le fait qu'aujourd'hui à Sarlat il n'y ait que 10 000 habitants quand il y en avait déjà 5 ou 6 000 il y a quelques siècles? Comment ça Ouais, se fait alors que la il fait ville- qu'il a connu une sorte d'âge d'or vers la fin du XVe siècle, début du XVIe. Après, Sarlat s'est assoupi, au point d'ailleurs que dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot au XVIIIe siècle, il y a un petit article sur Sarlat qui dit D'accord. évêché crotté, pauvre, dont la seule richesse c'est l'huile de noix. Voilà. Donc quelque part ça a été sa chance, puisque Sarlat s'est assoupi, elle a été conservée dans son jus. Et lorsqu'au XXe siècle on redécouvre l'intérêt que l'on a pour le patrimoine aujourd'hui, ben finalement Sarlat n'a pas été modernisée comme l'ont été d'autres cités qui se sont enrichies. Ok. Voilà, parce que l'enrichissement généralement c'est on rase, on reconstruit plus moderne. On n'avait pas les moyens, ça a été notre chance. D'accord, très Voilà. bien. Et donc personnellement je suis fan de cinéma, je sais que vous êtes aussi prof de cinéma et il me semble que Sarlat a servi de décor pour tourner de nombreux films. Ouais, un décor incroyable puisque à Sarlat on filme des scènes depuis 1928 et donc les cinéastes se sont succédés jusqu'à Ouais. très récemment, donc Et, parfois les plus grands, pour essayer de placer des scènes de films historiques. Vous avez souvent. des noms de grands réalisateurs Bah, qui sont on pense venus, à Tavernier, on pense à Ouais. Ridley Scott par exemple, Oui, récemment. voilà, qui est revenu récemment, c'était son premier Ouais. film, et il est revenu, sera peut-être le dernier, donc son destin sera lié finalement au Périgord noir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces Merci à informations toi. et puis cette super balade et puis bonne journée à vous. Ouais, allez, Au revoir. à bientôt. Bon, c'était assez cool. C'était un prof. Tu l'as eu comme prof? T'as fait ton lycée à Sarlat, toi? Alors moi j'ai fait le lycée à Sarlat. Moi j'ai Collège grandi dans le coin. Hein. Alors non, le collège c'était à Saint-Cyprien Ouais. parce que je suis pas de Sarlat, j'habite à 20 km d'ici. Mais j'ai fait mon lycée à Sarlat, ouais. Et j'ai grandi ici et je me suis baladé dans ces ruelles pendant toute mon enfance, quoi. Et c'est comment alors de grandir dans un décor de théâtre, enfin de cinéma Bah, en fait, moi j'ai toujours été passionné par l'histoire. C'était ma matière préférée quand j'étais enfant. Ouais. Mais Ça étant sent encore un gamin- peu. Hein. Mais étant gamin, tu te rends pas vraiment compte de la richesse de la ville et de la beauté. Attends, juste, quand tu te balades dans ta ville, il y a des trucs qui ressemblent à ça. Tu t'en rends pas compte? Alors moi, cette maison... Moi j'ai envie d'être déguisé en mousquetaire toute la journée ici. Mais toi, t'as un problème avec les costumes, Bertrand. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand t'es gamin, tu te rends pas forcément compte que ta ville, elle est magnifique. Ouais. Et après, c'est en ayant fait des études d'histoire et en ayant préparé des visites guidées sur la ville que là, je me suis rendu compte que, ok, il y a des murs qui sont magnifiques, mais derrière ces murs-là, il y a aussi des histoires qui sont ouf, qui sont trop cool, quoi. Ouais, Regarde la petite place où on est, c'est juste magnifique. c'est juste dingue. Ah là là, ouais. En fait, tous les 3 mètres, t'as l'impression que t'as vu le plus beau site de la ville. En fait, t'as l'impression d'être dans un décor hollywoodien. Ça fait Les 17 petits euros cèpes, 40 là. centimes. Tu ramasses toi? Tu vas à la chasse un peu? Ouais, j'adore ça. Tu me Alors, donneras on ton... dit pas la chasse, on dit la cueillette. Ah punaise. Et j'adore ça, ramasser des cèpes, c'est un truc. T'as une espèce d'excitation qui monte quand on trouve dans la forêt et t'es juste comme un dingue, quoi. J'adore ça. Après, ce qui est super chiant, c'est les nettoyer, mais c'est tellement bon après dans l'assiette que c'est juste un Tu plaisir. m'emmènes? Hein Tu m'emmèneras? Si t'es sage, parce que les coins à cèpes, ça se délivre pas comme ça. Hein. Bah tu me bandes les yeux et puis une fois sur place, voilà, je saurais pas y retourner. Tiens, viens voir, Bertrand, faut que je te montre un truc. Ouais. Tu vois ça?
Oui, c'est des noix. Et c'est des noix. Et... Retiens bien. Ok. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Regarde-moi cette ville. C'est la plus belle ville du monde. Pareil, ouais, il paraît. Bon, c'est que le deuxième épisode, on verra pour les suivants, mais Ouais, mais bon, on tape quand même très très fort dès le début, quoi. j'avoue, il y a une Regarde, là. harmonie. C'est ouf, hein? Non mais Alex, c'est incroyable ta ville, c'est trop beau, mais T'as vu? on dirait que rien n'a bougé. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh ben, c'est une bonne question. Viens voir, il faut que je te montre quelque chose. Viens voir. Ça y est, Bertrand, on est arrivé sur la place André Malraux. Alors tu vas me dire, mais quel est le rapport entre André Malraux, ministre de la Culture dans les années 60 et Ça, je Sarlat? savais quand même, Alex, hein, tu charries là. Mais c'est quoi le rapport Tiens, avec regarde, Sarlat, il est ouais? juste là, André Malraux. En fait, il y a une loi qui est passée en 1962 qui s'appelle la loi sur secteur sauvegardé et qui a été votée grâce au soutien d'André Malraux qui était à l'époque ministre de la Culture. Et le but de cette loi, c'est de rénover les bâtiments historiques tout en gardant le confort moderne. Et l'idée, c'est que cette loi a été appliquée spécifiquement pour Sarlat. Ah ouais? Sarlat a été la ville qui a été la ville pilote, en quelque sorte, de cette Ouais. loi. Alors, il y a eu une concurrence à l'époque entre la vieille ville de Lyon et la Ouais. ville de Sarlat, et c'est Sarlat qui a été choisi pour le lancement de ce projet de loi. Et donc, Génial. c'est notamment comme ça que la plus belle maison de Sarlat, la maison de la Boétie, a été rénovée. Attends, la Boétie, il est de Sarlat? Ouais, la Boétie, le philosophe du XVIe siècle, et le meilleur ami de Montaigne, il est de Sarlat. Bah ouais, je connais. Il est Oui, de Sarlat? tu connais, bien sûr, tu connais, tout le monde connaît. Tu veux que je te montre sa maison? Bah grave. Bah viens, c'est par là. Alex, heureux. Alex, heureux. Regarde, elle est juste là. Regarde, c'est écrit. Étienne La Boétie, le célèbre ami de Michel Montaigne, est né dans cette maison. En fait, ici, avec cette maison, La Boétie, il nous amène la Renaissance en décor. On a une façade de la maison qui est finement décorée. Elle est Et notamment, magnifique. le haut de la façade est en triangle, c'est ce qu'on appelle un pignon. Ouais. Et c'est de là que vient l'expression avoir pignon sur rue. Donc on voit voilà, tous les détails sur la façade, notamment on voit des médaillons au niveau du premier étage autour de la fenêtre à meneaux. Et dans ces médaillons, c'est des portraits. Et en fait, on voit, en s'approchant un peu, qu'ils sont tous super moches. Et la preuve qu'on a que la Boétie est moche, c'est que Montaigne, donc son meilleur ami, dans ses essais, dit que la beauté de la Boétie est toute intérieure. Donc ça veut dire qu'extérieurement, le mec était super moche. Mais ça, on s'en fiche parce qu'on sait surtout que c'était un génie. La Boétie, il publie son texte le plus connu qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire alors qu'il n'a que 16 ans. T'imagines? Ouais, c'est à vrai, 16 ça. ans, il publie un texte qui est relativement court, mais qui est super profond et toujours super ancré aujourd'hui en 2020. Tu De quoi il m'étonnes. parle ce texte? Le discours de la servitude volontaire, c'est en fait un réquisitoire contre toute forme d'autorité sur une population. Ça Et marcherait donc, bien c'est ça un texte- aujourd'hui? Ouais, c'est un texte qui a beaucoup de résonance et qui a beaucoup marché, notamment 2 siècles plus tard, au moment de la Révolution française. Et aujourd'hui, en 2020, alors qu'on est tous en train de relire 1984 de George Orwell dans un climat qui est quand même assez Explosif? explosif, relire la Boétie, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. La Boétie, dans le discours de la servitude volontaire, il a écrit « Nous ne sommes pas simplement nés avec notre liberté, mais avec le devoir de la défendre ». C'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Non seulement c'est beau, mais c'est hyper fort et c'est hyper vrai. Et donc pour la petite histoire, la Boétie, on ne sait pas grand-chose autour de sa mort. On sait qu'il est mort à 33 ans. Et on sait surtout que son texte, il dérangeait beaucoup, même si la Boétie n'était pas un anarchiste et qu'il ne faut pas être anachronique. On sait que son texte, à l'époque, il dérangeait beaucoup. Et on sait qu'il est mort relativement jeune. Il est mort à 33 ans. Alors est-ce qu'il est mort d'un accident, de la tuberculose, ou est-ce que c'est un meurtre? On ne sait pas vraiment. En tout cas, comme il y a le club des 27 dans la légende du rock avec Amy Winehouse, Janis Joplin et compagnie, on a aussi le club des 33 Ouais. avec en premier rôle Jésus-Christ, Superstar. la Boétie, l'avoine. Voilà. Ça fait un sacré panel, ouais. Et ben c'est cool. Merci. Attends, là je suis au Nirvana, moi. Donc il y a des vieilles pierres de partout et puis il y a un chevalier dans une cour. C'est un resto, le Moulin des Chevaliers. Incroyable. Bon, ça peut être un peu kitschou, mais en même temps, c'est vraiment trop Comment cool. ça kitsch? Non, pardon, j'ai rien dit. Et si tu veux, la renommée de Sarlat aujourd'hui, elle est liée à 2 facteurs qui se sont combinés en même temps. Le premier, c'est la loi Malraux sur la préservation des bâtiments historiques. Et le deuxième, c'est que dans les années 60, on a une star internationale du music hall qui vient s'installer ici, Ouais. à côté de Sarlat.
au château des Milandes. Je parle de Oui, Joséphine Baker. bien sûr, Tu vois qui c'est ouais. Et en fait, Joséphine Baker, elle vient s'installer ici avec sa famille arc-en-ciel et elle attire toute la jet set parisienne. Et du coup, Et ça donc- devient trop cool d'avoir une maison Donc, la jet ancienne. set, ça attire les paparazzis, les médias et forcément, les gens veulent venir également aussi découvrir le Périgord, quoi. Et donc, c'est comme ça que le tourisme explose en Périgord à partir des années 60-70. Donc en fait, vous êtes un peu de la jet set aujourd'hui à visiter le C'est Périgord ça. avec nous, non? Donc, C'est un merci peu- Malraux, merci Joséphine Baker. C'est clair. Et merci Alex. Merci moi. Eh Bertrand, viens voir. C'est rigolo le tag qu'il y a là. Déjà, c'est rigolo, il y a des oies en statue. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, un amour à la noix. Dis donc, vous êtes drôle dans le coin avec vos noix là. Eh bah écoute, ouais, la noix c'est le produit typique de la région. Ouais. Et à ta place, je rigolerai pas trop parce que maintenant c'est l'heure du défi. Et donc ton défi, ça va être autour de la noix du Périgord. D'accord. Tu vas aller rencontrer un producteur de noix bio qui Cool. s'appelle Nico. Et avec lui, tu vas devoir ramasser des noix, les préparer, Mhm. créer une recette à base de noix. Et ça fait pas 3 défis ça? Non, ça fait un gros défi. J'ai pas le Allez, choix. c'est hein. parti. Allez. Je récupère la caméra et c'est à toi de faire le défi. Ok, bah, on va par où? C'est par là. C'est par là? Une blague à la noix. Bon bah voilà Bertrand, on est en train d'arriver sur le lieu du défi. Ouais. Donc tu vas rencontrer Nicolas qui est en train de ramasser des noix de manière artisanale avec sa petite roulette. J'ai Donc, quand l'impression on que c'est fait- artisanal. Je vais faire pousser des noix, je vais ramasser des noix. Tu vas ramasser des noix avec la technique de la roulette. Puis après tu vas faire une recette à base de noix. Ok, et ben super. Salut Bertrand, Nicolas, enchanté. enchanté, ouais, moi aussi enchanté, ouais. Il y a Alex qui m'envoie Ouais. et il m'a lancé un petit défi. Il faut que j'apprenne à ramasser les noix, à les trier, les casser, les cuisiner. Pour faire un petit gâteau. Ouais. Ok, bon, on va faire ça. Il suffit juste de passer la roulette aux endroits. Et du coup, ça vient se passer entre les... Ah ouais, d'accord, Les petits. s'ouvre. Et une fois que le ballon est plein, il y a juste à faire comme ça. Et après, ça s'ouvre. Ah mais c'est bon, t'as déjà tout ramassé. Ouais, voilà, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Ok, donc on passe la roulette par terre là. Ouais. Bah vas-y, je commence. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Il faut appuyer un tout petit peu dessus. Ma première noix. Attends, je vais m'en faire une paire. Ok, bon bah je vais ramasser. Voilà, il y a tout le reste à J'ai faire. ouais. J'ai combien de temps? Une petite heure. Une petite heure. Super. Et ben merci. Allez, à tout à l'heure. hein. En fait, à chaque épisode avec Alexandre, on se lance un défi. Ouais, un comme ça. défi. Moi, la dernière fois, je l'ai forcé à toquer aux portes. Donc là, c'est sa manière de se venger. Une heure, Ça va. une heure après. Franchement, moi, je préfère ramasser les noix et les casser que de rentrer chez les gens. Et... Ça fait combien de temps que tu t'occupes Ça de ça? fait 2-3 ans. Mais ça prend des années à faire pousser des noyers Et comme ça. ouais, on va dire que le pic, on est sur 20-25 ans, le pic de rendement, et il faut que ça commence à rendre à partir de 5-8 ans, ça va dépendre des variétés. Ok. Donc ça demande un peu de temps. Bah ouais, faut du courage. Bon bah je continue à t'aider alors. hein. Ouais. Ça a l'air simple comme ça. Et ça nous a pris bien 2 semaines hein, quasiment tout faire à la main. Ouais. Parce que du coup, vu que j'ai pas de machine pour les secouer, Mais attends, mais tu veux dire quoi secouer ben en fait ils T'as prennent une le machine qui arrive et Ouais, qui va alors prendre le c'est- tronc. C'est soit une machine qui arrive qui prend le tronc et qui le secoue, ou sinon c'est un câble qu'on vient brancher au tracteur et ça secoue le noyer et toutes les noix elles tombent. Ouais, parce que là faut Ouais. y Toi, aller. toi, t'es rugbyman, pas moi. Punaise. Et donc t'as des machines comme ça qui vont aller secouer les arbres. Ouais, et après il y a des un machines par qui un. ramassent. Tu commences à les vendre ou Ouais, je les vends. Pour ouais. l'instant, je les vends sur Bordeaux co-particulier. Ouais. Et là, je suis en train de monter une structure pour essayer d'aller chercher le professionnel derrière. Ah bah, trop Donc, bien. Tout Bah, ce qui écoute, va être restaurant, supérette et voir les boulangeries aussi. Bah, s'il y a voilà. des restaurateurs qui nous regardent, Ouais, voilà. qui fassent appel à toi. Ça fait un peu de pub. Une fois qu'on a ramassé tout ça, qu'est-ce que. Mais on les met dans le sac. On va les mettre dans le sac. Ouais, on les met dans le sac. Alors attends, je vais t'aider à les vider.
Voilà, impeccable. Et là, on a, Là, on a- un coup d'œil, On a une petite dizaine de kilos. Un gros sac, ça fait une 25-30 kilos. Ok. Mais alors moi, ma fille, elle pèse 11 kilos. Ouais. On va voir Elle si... est lourde. Bah, on va voir par rapport à un sac de noix. Ouais, je pense qu'on est à peu près là-dedans, ouais, bien vu. Ok, et donc une fois qu'on a ça, on ramène ça chez toi. On ramène ça chez moi et après on peut commencer à les casser pour pouvoir faire un gâteau. Donc là, Et je pense qu'on va aller voir l'experte du cassage des noix et elle va te montrer ça. Super, Voilà. c'est parti. Ça balance. Alors on est chez toi là? Ça y est, on est arrivé. C'est beau hein? Voilà. C'est beau chez vous. Du coup, je vais te laisser entre les mains de ma grand-mère, l'experte du cassage de noix, et voilà, ça sera bon. Donc là je vais la retrouver, elle s'appelle comment? Pirette. Je peux l'appeler Virette? Oui, tu peux l'appeler Pirette. Ouais. Ouais. Donc je descends, je la retrouve. Ah oui, sur la table là-bas. Voilà, sur la table. Ok, ben merci beaucoup. De rien. Et à Allez, la prochaine. C'est parti Ciao. pour la suite. Bonjour Pirette. Bonjour monsieur. C'est votre petit-fils Nico qui m'envoie. Il paraît que vous savez casser les noix comme pas deux. Eh bien, on le dit. Est-ce que je peux vous aider alors et apprendre? Ah ben si vous Je peux voulez. m'asseoir? Voilà. Et alors, on prend les noix dans le sac. Vous m'en Voilà. passez quelques-unes? Je vais peut-être rater au début, hein. J'espère que Voilà. vous m'en voudrez Et pas. les mauvaises, moi je les... Ah oui, en effet, elles n'ont pas l'air super celles-là. Par contre, Ah. là, c'est pas mal. Là c'est pas mal, oui. Et donc, je tiens la noix, je la mets Alors sur la plaque en métal. attention à vos doigts. Parce Oui, que c'est vrai. quand on n'est pas habitué, eh bien, souvent, vous voyez, même moi, regardez. Vous donnez des coups, ouais. On y va. Hop, je la tiens. Pas comme ça, Montrez-moi. comme ça. Ah ouais, sur la, pas sur la rainure. La partie la plus bombée. La partie la plus bombée. Quand on regarde comme ça, là, Comme ça, c'est bon. on est plus bombé là ou on est plus bombé Non, là ou c'est non, pareil? non, il ne faut pas regarder tout ça. Il faut regarder la partie Vous la êtes plus... prête? Oui. Alors, donc la partie la plus bombée, on va dire que... Ah ben non, c'est ça. Ben oui, Là, voilà. Et tapez-vous sur les doigts. hop. Eh non, regardez, premier coup. Oh, c'est bon. Bon ben... Ouh, punaise, ça y est, je me suis eu. Allez, ça y est. Ah ouais, Il Ah s'est ouais, pas, en il s'est pas loupé. en effet, c'est... Et bien alors pour eh une ben, qui vaut rien. en plus pour une qui vaut rien. Ben, comme quoi c'était écrit. Hein. Allez hop, Allez, cassez. un coup pour rien là. Il faut un coup fort. Ah oui. Ouais, mais après c'est sur mes doigts. Hop là. Vous voyez, vous la tenez comme ça. Pas mal. Je crois vous que allez elle vite, n'est quand pas même. trop bonne. Et quand est-ce qu'on les décortique un peu plus là? Mais quand on en a fait un bon petit tas là. Et pour faire un gâteau, on va faire un gâteau aux pour noix faire ensemble. pour faire un gâteau, il faut. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il en faut plus encore? Oh non, pour faire un gâteau, il en faut 120 grammes, quelque chose comme ça. Ouh, j'ai cru que vous alliez Ah, me dire 100 noix. Non, et puis il faut les Déjà mouliner. que je serais sans doigts. Il faut les mouliner. Ok. Et ben, allez, je vais continuer. Bon, ben voilà. Partie 2 du défi, casser les noix. J'ai l'impression que Aïe, aïe, aïe. qu'on y est presque quand même. Hein. Qu'on faille mal. Ah ouais. Vous ne comprenez pas l'occitan. Non, mais j'ai compris que je me suis fait mal. Par contre, Pierrette, je vois que vous avez fait un effort pour nous aujourd'hui. Vous avez mis un costume traditionnel. Vous en auriez un pour moi? Oui, là c'est le costume paysan. Peut-être que j'ai là dans les costumes de mon mari. Eh On ben, va voir. si ça vous va, moi je serai honoré. Ah ben, on va voir, Allez, on y va. je vous suis. On a un lit que nous même faré. Allons-y qu'on n'a rien fait. Tu sais pas? Oui. T'es pas con? Ah, dis donc, j'ai l'impression qu'on nous a installé la table. C'est magnifique. Alors, Voilà. qu'est-ce que. Je vois que vous avez quoi? De l'huile aussi. Oui, du vin de noix, mais du vin de noix, je n'en ai plus. Et là, ça serait pas du vin de noix? Je sais pas. C'est du vin de noix? Oui, c'est vraiment. Alors, Ben, c'est le dernier. alors, du vin de noix, c'est vous qui faites le vin? Oui. Faut m'expliquer, il y a quand même un peu de raisin dedans ou...
Ben si, on y met du bon vin en principe. Pour 10 litres par exemple, il faut 1 litre d'alcool. Vous faites ça vous-même ou c'est quelqu'un qui fait... C'est nous qu'on le fait. Vous faites ça vous-même? Oui. Ici? On va goûter ça. Eh bien écoutez, Alors, est-ce que je vous sers un petit verre? eh bien si vous voulez. Eh ben, Mais Un peu que je le veux. vin de doigt léger. Hein. le vin léger, promis. Bon, eh bien, écoutez, à la nôtre, che insomma, più 30 sogni. À la vôtre. Vous avez compris? Rien du tout. Jamais plus en train quotidienne. C'est pas faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit sort à ce gâteau? Eh On bien, a coupé écoutez, les grosses parts là quand même. Hein. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez. vous en prenez un peu? Ces messieurs, ben oui. On va dire au caméraman. Alex, tu vas faire une petite pause là, tu vas venir manger avec nous. Hein? Pas bien, hein. Allez. C'est bon. Hein? Ouais. Eh ben défi réussi Alex. Je crois que je me suis donné. Ce qui est bon aussi avec ça, c'est une crème au chocolat. Vous en avez une? Je vais la chercher. Mais non, elle est parfaite. Elle peut pas. On passe du temps à faire ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, défi réussi. On a été ramasser les noix, on les a cassées, on les a dépiotées, on a fait un gâteau. Tout ça grâce à Pierrette et à Nicolas. Merci, vive le Périgord. Allez, Chin, merci beaucoup Nicolas, Pierrette. Jamais plus en train quotidienne, les enfants. Jamais venu en train de croire si Et jeune. je vous souhaite autant de longue vie que moi, pour l'instant, Merci beaucoup. avec la forme. Mon Dieu. Bon bah ça y est, on arrive à la fin de notre épisode, Bert. Bah alors, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce que tu as aimé dans la région? Écoute, déjà c'était une journée incroyable, donc merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. C'est une région que tu m'avais fait connaître déjà un peu cet Je été. t'avais bien vendu aussi depuis quelques mois. Ouais, même quelques années même. J'ai trouvé ça hyper chouette de te voir toi avec un prof de ton lycée. J'ai tutoyé, t'imagines, j'ai tutoyé un prof de lycée. C'est la classe, ça. J'avoue que c'est. Ça et casser des noix, c'est quand même... Ouais, alors au niveau de la classe, je sais pas lequel est le plus haut. Non mais ce qui est important, c'est qu'on évolue côte à côte, Bertrand. C'est vrai. Et puis Nico qui nous accueille chez lui, je trouve ça chouette, le lien que ça crée avec sa grand-mère, on voit que ça lui fait plaisir. Pierrette, c'est une femme qui est incroyable. C'est trop cool de rencontrer tous ces Moi gens. j'ai adoré quand elle t'a parlé en occitan. Ouais, alors j'ai pas tout compris, je pense qu'elle se foutait un peu de ma gueule. Clairement. Et puis c'est juste abusé comme c'est beau, regarde là où Ouais. on est. Alors pour vous dire, comme les cafés sont fermés en ce moment, on est en train de boire notre café dans le gîte qui nous accueille pour tourner cet épisode. C'est le gîte du Passeur qui est situé juste au bord de la Dordogne, donc vous devez voir la rivière juste derrière nous. Donc c'est un cadre qui est plutôt pas mal pour terminer l'épisode. Ça va, ouais. Au prochain épisode, Au prochain épisode, on vous affirme d'avance qu'on est en train de préparer un 3e épisode qui exactement. sortira vers Noël. Ouais, je pense. Ok. Encore plus au sud, encore plus à l'ouest. Mais c'est pas possible, on est déjà dans le sud-ouest. Ouais, mais bon, on va trouver. On va trouver. Tu On a- m'amènes au Portugal, c'est ça? On peut te dire qu'on s'arrêtera avant. Et continuez à nous suivre, voilà, commentez, likez, partagez. On vous met en dessous de la vidéo les liens vers la maison d'édition de Romain, les noyers, les produits à base de noix de Nico, mais aussi vers notre page Facebook, notre compte Instagram. On a notre campagne de financement qui marche bien. C'est vraiment chouette. On va pouvoir tourner d'autres épisodes grâce à ça. Ouais, On voilà. compte sur vous. Merci beaucoup et à très bientôt dans le Sud-Ouest. Ça roule. Allez, ciao. Ciao. À la tienne.